Ce sera donc temps de passer à la période de questions. Donc, je vous invite à vous avancer au micro pour les poser. Oui, ça serait une question pour Audrey. Je vais attendre. J'aimerais savoir exactement, est-ce qu'on a des informations sur une provenance spécifique des mercenaires allemands et de leurs femmes, ou est-ce que c'est des personnes qui viennent d'un peu partout en Allemagne en tant que telles? Dans mon échantillon, la plupart viennent de Hesse à Hanau ou de Brunswick, mais il y a d'autres soldats qui sont de différentes provenances. Il y en a même qui viennent, l'Allemagne et la France sont quand même proches géographiquement, donc comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un bateau qui passe jusqu'à temps qu'ils se rendent à Londres, puis ensuite ils prennent des plus gros bateaux, des plus gros navires pour se rendre en Amérique. Donc, il y a quelques soldats qui réussissent à s'enfuir. Donc, à ce moment-là, ils ont besoin de recruter d'autres personnes. Donc, il y a même des gens qui sont pris sur place dans les différentes villes où est-ce que les navires passent. Mais il peut y avoir aussi des soldats français qui ont décidé... c'est des mercenaires, donc ils sont payés pour leur fonction. Et donc, moi, j'en ai seulement un dans mon échantillon, mais il peut en avoir beaucoup plus. Donc, des Français qui ont décidé de rejoindre les troupes. Donc, Merci beaucoup. de rien. Donc, bonjour, bravo à vous trois, c'était super intéressant. J'ai une question pour Mélise et pour Audrey. Je vais commencer par Audrey. Pour les femmes canadiennes-françaises qui sont mariées avec des Allemands, est-ce que tu as vu, je ne sais pas si ça apparaît dans les sources, comment ils ont réussi à franchir la barrière linguistique? Et pour Mélise, est-ce que tu as, par rapport à la perception de la LNI, des autres membres de la communauté du théâtre, est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y a un certain un snobisme par rapport à ça, vu que c'est une forme différente de théâtre, ou tu as remarqué quelque chose, ou tout le monde accepte ça? Merci beaucoup. Donc, dans les sources, ils disent... évidemment, il y a, comme j'ai mentionné, des soldats français parmi les mercenaires allemands, mais c'est pas la majorité. Dans les sources secondaires que j'ai lues, ils mentionnent aussi que les officiers ou les sous-officiers ont une bonne maîtrise de la langue française, mais moi, les mercenaires que j'étudie, c'est des soldats ordinaires. Donc, il y a peu de chances qu'il y avait une bonne maîtrise du français avant d'arriver au Canada. Toutefois, ils passent environ 6 ans, le temps que la guerre se déroule. Ils résident chez les habitants. Puis, ils résident justement au Canada. Donc, c'est probablement là. Je ne sais pas à quel point leur niveau de français était bon, mais c'est fort probablement là qu'ils ont appris à parler français, étant donné que tu habites dans la famille, que dans le milieu, tu n'as pas le choix à un moment donné de te débrouiller. Donc, c'est probablement à ce moment-là que ça s'est fait, puis que la difficulté de langage après était moindre. Pour répondre à ta question, Cédric, moi, j'étudie beaucoup juste les premières années de la LNI. Et la LNI a émergé vraiment dans le milieu du théâtre à travers le Théâtre expérimental de Montréal. Puis, il était considéré en tant que théâtre à ses tout débuts, mais seulement quelques années après, le Théâtre expérimental de Montréal s'est dissocié en deux factions, puis en plus, la LNI s'est dissociée après seulement 3 années après l'existence de la LNI. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y avait probablement pas les mêmes ambitions. Dès le départ, la LNI voulait s'exporter à l'extérieur de Montréal, avait une vision à l'international. Fait que ça, c'est vraiment plus par rapport au théâtre expérimental de Montréal qu'il y a vraiment une grosse coupure. Par rapport aux autres troupes, je pourrais pas dire, j'en ai pas vu dans mes sources qui en parlaient, mais ça reste un jeu qui est très différent du théâtre dans sa forme. Donc, je sais pas à quel point les professionnels du théâtre aimaient bien la LNI ou le considéraient en tant que théâtre. Malgré tout, il y a plusieurs actrices, acteurs du milieu du théâtre qui venaient faire un tour à la LNI pour s'essayer en tant qu'improvisateur, improvisatrice.
Donc, merci beaucoup pour vos présentations. J'ai une question encore une fois pour Audrey et une autre pour Mélise. C'est dans le fond, Audrey, tantôt tu parlais des stratégies matrimoniales. J'aurais aimé savoir si tu avais vu dans tes sources s'il y avait eu des stratégies de mariage hypergamique dans le fond de mercenaires allemands qui s'étaient mariés avec des femmes issues de l'aristocratie, des femmes du Canada français dans le fond pour tenter d'avoir un nouveau statut social plus intéressant que celui qu'ils avaient en Europe. Et pour toi, Mélie, j'aurais aimé savoir, comme tu as parlé beaucoup de représentation, dans le fond, s'il y avait l'occupation de l'espace. Quel lieu occupait la Hélénie lorsqu'il justement il jouait sur scène, dans le fond? Est-ce que c'était dans le centre-ville de Montréal? Est-ce que c'était dans un lieu facile d'accès pour le public, auquel c'était facile de communiquer finalement, de donner un message politique ou autre pour que ça touche au plus grand nombre? Merci. Donc, comme je l'ai mentionné, moi, dans mon échantillon, c'est plutôt des gens appartenant à la paysannerie. Toutefois, j'ai lu qu'il y avait quand même beaucoup dans les troupes qui sont venus de médecins allemands. Donc, je sais qu'il y a des médecins allemands qui se sont mariés avec des filles de médecins canadiens, même s'il y en avait peu. Donc, j'imagine que ça s'est fait pour... Je pense à Karine Pépin, qui, elle, a plus étudié les alliances mixtes dans la noblesse. Puis je crois qu'elle avait des mercenaires allemands dans les cas qu'elle analysait. Donc, c'est certain qu'il y en a eu des mercenaires allemands qui se sont joints à la noblesse canadienne. Mais moi, dans mon cas, j'en ai pas, malheureusement. Pour répondre à ta question, si on prend la ville de Montréal, puis on regarde tous les théâtres de la ville de Montréal, on s'aperçoit qu'ils sont vraiment très concentrés dans le centre-ville. Pour la Hélénie, il faut savoir aussi qu'elle a changé 3-4 fois de salle, si ma mémoire est bonne, parce que la demande était trop forte. Les spectateurs restaient à la porte, puis attendaient, puis les portes fermées parce que la salle était déjà pleine. Et cet engouement a resté pendant vraiment une très bonne partie des années de la Hélénie. Donc, en changeant de salle, toujours pour une salle plus grande, la Hélénie a quand même su rester dans le centre-ville de Montréal, dans un endroit, j'imagine, assez accessible pour que les gens puissent venir à la porte en aussi grand nombre. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Parfait. Bon, merci à vous trois. J'aurais aimé ça te poser une question, Félix-Antoine, mais malheureusement, ma question va être pour Mélise. Mélise, tu nous as dit que ton corpus était issu du fond de la Hélénie, et tu nous as dit que tu utilisais des journaux, mais j'aurais aimé ça t'entendre sur ce que tu as trouvé dans ce fond-là en particulier. Et est-ce que tu as trouvé, par exemple, des écrits privés, des lettres qui pouvaient s'échanger, des acteurs quand même importants qui étaient derrière le développement de cette ligue-là, ou des procès-verbaux de je ne sais trop quel groupe qui était derrière l'organisation de tout ça? Et si tu as trouvé ça, est-ce que tu as trouvé des principes qui étaient à la base de conflits ou de consensus durant le processus? C'est une excellente question parce que le fond de la Hélénie, c'est un fond extrêmement large. Il y a énormément de documents, puis j'ai eu la chance de passer au travers. Oui, il y a énormément de procès-verbaux de toutes les réunions des organisateurs. Il y a les états financiers, des lettres de subvention, des communications. J'ai même quelques lettres de Saint-Valentin données parce que les gens aiment tellement la Hélénie. Donc, c'est un fonds d'archives très, très riche puis très intéressant à regarder. Il y a aussi des procès-verbaux de l'Association des joueuses et des joueurs de la Hélénie, qui est très intéressant, où, justement, on voit certains conflits. Dès les premières années, dès 1981, il y a une association des filles joueuses, donc précisément, qui se penche sur la question du sexisme, parce que à la Hélénie, il faut savoir que l'humour s'installe très, très rapidement dans le jeu. Donc, c'est un gage de victoire, parce que c'est une sorte de compétition entre deux équipes, le jeu de la Hélénie. Et donc, l'humour favorise la victoire, et l'humour est souvent et même très associé aux hommes. Et donc, les femmes joueuses à la Hélénie se retrouvent en situation inférieure et donc se disent, mais ça ne devrait pas être le cas parce que les équipes sont composées obligatoirement de 3 hommes et de 3 femmes. Mais
sur l'aire de jeu, c'est pas ça qu'on voit. On en voit souvent, l'homme pour faire le punch final pour remporter la victoire. Et dans leur procès verbal, elle communique ce conflit-là. Elle l'apporte à tous les joueurs, toutes les joueuses de la LNI pour en parler. Ça, c'est un exemple de conflit que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Un autre sorte de conflit que je vois, pas précisément dans mes sources, mais en filigrane, c'est le conflit entre la théâtralité et le côté populaire. Donc, on sort vraiment du côté expérimental du théâtre, qui était au tout début la ligne d'improvisation pour sonner dans une formule très populaire, très axée sur... la LNI fonctionne, donc on va continuer dans ce sens-là pour exporter le jeu aussi à l'international. Donc ça fait partie des tensions qu'on voit dans les sources. Je voulais pas abuser du micro, mais je vais en abuser quand même un peu. J'hésitais entre vous prendre entre quatre murs dans mon bureau, mais il y a des choses que je veux dire ici quand même. Et moi, je vais m'adresser à Félix-Antoine pour commencer. L'historien du rural a été presque ému par ta communication parce qu'au 21e siècle, c'est très difficile, tu le sais, de convaincre des étudiants de faire des travaux de mémoire ou de doctorat en histoire rurale, voire même en histoire agraire. Et là, tu nous as fait une communication de 20 minutes sur le blé et le rôle du meunier. Et je pense que l'absence de questions témoigne un peu de cet inconfort que génère aujourd'hui un champ de recherche qu'on a délaissé pendant près de 30 ans. Et puis moi, j'étais ému de ça, donc je voulais te féliciter, te dire que c'était une très, très belle communication. La question que je te poserai, c'est peut-être celle que tu as esquivée, mais ce n'était pas ton objet aujourd'hui. Sur la figure du meunier, tu as évoqué ce rapport de confiance avec le Seigneur, cette confiance nécessaire et mutuelle. Mais je voudrais revenir sur la figure du meunier que tu vas nous démontrer comme étant un notable dans ce mémoire que j'ai très hâte de lire. Mais le rapport qu'il entretient avec la communauté. Tu as évoqué les cas, tu dis nombreux. Je voudrais savoir combien qui sont aussi capitaines de milice, qui témoignent très certainement d'une position, d'une reconnaissance, même si le capitaine de milice est nommé par l'État, on sait qu'il faut avoir une reconnaissance de la collectivité. Mais en même temps, il y a toute cette culture populaire du meunier Tudor, du meunier incompétent, tu as évoqué le meunier malhonnête même, qui triche un peu sur les moutures. Donc, si tu peux nous en dire un peu plus sur cette dualité du meunier en qui on a confiance, mais auquel, dans d'autres cas, on n'a peut-être pas confiance. Est-ce que ça peut être la même personne ou si ce sont deux profils de meuniers différents? Ça, c'est ma question. Audrey, écoute, Mélie, c'était super intéressant, c'était magnifique, comme toujours, bravo. Je vais me tourner vers Audrey. Audrey, j'aurais plein de questions aussi, puis je vais lire tes chapitres au fur et à mesure, je vais les poser. Mais je suis très content que tu maintiennes le cap sur le concept d'agentivité. Il est certain qu'on pourra t'accuser de ne pas avoir grand-chose pour le démontrer, puisque ces femmes-là ne nous ont pas laissé d'écrit du fort privé. Alors, mais néanmoins, et j'explique pourquoi je trouve que c'est important, parce que je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as cité les historiens et les généalogistes pour qui ces femmes un peu frivoles ont été séduites par les beaux militaires allemands, les beaux blonds aux yeux bleus, on les imagine. Là, hein. Et je reviendrai à un texte de Trudel que Karine Pépin citait dans son mémoire sur les alliances mixtes des filles de la noblesse. Et Trudel, en 1953, écrivait « Les Canadiennes se sont éprises, il voulait dire après la conquête, les Canadiennes se sont éprises très rapidement des Anglais, je le paraphrase, là, et il s'en est résulté de graves problèmes. Hein? Ces pauvres femmes, encore une fois, séduites, faibles femmes séduites, finalement, qui n'avaient pas voix au chapitre. Et ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu vas faire dans ton mémoire est très important parce que malgré les difficultés méthodologiques, tu tentes de leur redonner voix au chapitre. Puis je t'encouragerais même dans ta prochaine communication à intituler, parce que je relisais ton intitulé « Les épouses de ». Toi-même, tu te prends un peu au jeu parce que qui sont-elles? Ce sont les épouses de. Évidemment, si ton groupe, ce sont ces mercenaires allemands, on le comprend. Mais la prochaine fois, peut-être intituler ça Eva, Madeleine, Marguerite et avec un sous-titre. Là. Je pense qu'il faudrait leur redonner peut-être ton mémoire. Lui donner un titre. Ben, tu ne travailles pas sur elle, mais ton chapitre, si tu traites un chapitre plus spécifiquement sur elle, leur donner encore plus leur place. Peut-être que tu pourrais nous dire, si je veux te formuler parce que là, ce n'était pas une question, tu pourrais peut-être nous dire quand même quelles sont leurs origines géographiques, ces Canadiennes. Parce que
pour essayer de mesurer notamment le rôle qu'a pu jouer le cantonnement de ces soldats chez l'habitant. Tu as évoqué en réponse à l'apprentissage de la langue française, on s'en doute bien, et on pourrait dire plus si affinité. On imagine que certaines de ces épouses ont connu leur futur mari qui logeait peut-être carrément dans leur domicile familial. Donc peut-être que tu as des exemples. Et est-ce que ce que tu as vu de la géographie de la provenance des épouses est concomitant avec les lieux de cantonnement des troupes là, pour ce qu'on en sait? Donc, merci à vous trois. Pour répondre à la question, je pense vraiment que, et en Nouvelle-France, et en France, et probablement dans toutes les sociétés rurales, je vais me contenter de l'Occident ici, le meunier est victime du fait que l'alimentation, les céréales, sont probablement la denrée la plus importante à toute société. Donc, il y a cette peur de manquer, tout simplement, de ne pas être capable de se nourrir, qui fait en sorte que, rapidement, peu importe la raison, que ce soit une rumeur, qu'elle soit fondée ou pas, lorsqu'on se met à soupçonner qu'il pourrait avoir une récolte pas aussi fructueuse que supposée, on cherche des coupables. On cherche une raison pour ceci. Et pour moi, c'est logique que le meunier fasse preuve parfois de bouc émissaire. Il y a toute cette théorie-là, le complot de la famine qu'on développe en Europe, selon lequel les habitants sont persuadés que les marchands feraient artificiellement hausser les prix du blé, conserveraient et accumuleraient le blé dans leurs entrepôts, feraient exprès de générer des famines pour ensuite faire du profit. Les autorités sont convaincues, les habitants sont convaincus. Donc, pour cette raison-là, c'est facile, je crois, de voir le meunier, qui est l'individu par qui toute la farine transige à un moment ou un autre, d'être accusé d'être un tricheur. Il faut aussi comprendre que si la colonisation européenne commence au Québec au 17e siècle, c'est qu'au 18e qu'on commence à avoir des poids et des mesures rentrées dans les moulins. Donc, ça me paraît un peu ironique de dire tu dois prélever le 14e de chaque mouture, mais il n'y a pas de poids, il n'y a pas de mesure. Donc, c'est un 14e qui doit être assez variable d'un moulin à l'autre. Il y a des arrêts qui disent aux meuniers arrêtez de mouiller les grains pour les rendre plus lourds lorsque vous prélevez le 14e et ensuite les assécher pour leur donner un vrai poids. Donc, clairement, je pense que ce n'est pas injustifié qu'il y ait des meuniers qu'on accuse d'être des capitalistes et des tricheurs. Et ce n'est pas mon jugement de valeur ici, c'est celui des habitants du 18e. Mais en même temps, parce que tout le grain et le blé transigent au moulin, que, comme je disais, le moulin est au centre de toutes les communautés rurales, pour moi, ça paraît logique aussi que le meunier va être un individu important. Et plus tu es important, plus tu es présent, je crois que c'est normal que tu sois polarisant dans cette société-là dans laquelle tu résides. Mais pour ce qui est du meunier notable, j'ai décidé d'arrêter mon étude sur 49 individus et j'en ai facilement 6 à 8 qui, à différentes périodes, sont capitaines de milice. C'est pas rien. D'ailleurs, j'ai découvert un cas intéressant récemment d'un meunier qui, suite à la capitulation de la ville de Québec en 1759, Lévis tente on tente de faire une contre-attaque à Lévis par la suite. Et lui, ce meunier-là, qui est également capitaine de milice, tente de mener une insurrection dans sa communauté, de recruter des gens. Les Anglais le capturent et le pendent après les ailes du moulin. Donc, je crois que ça montre bien que pour qu'un meunier retourne dans sa communauté, tente de motiver des gens à prendre les armes contre un envahisseur, c'est que clairement, cet individu-là sait qu'il a l'appui de la communauté, il estime qu'il est un leader, et je crois que plusieurs meuniers peuvent se retrouver dans cette situation-là. Donc, Benoît, je suis contente que tu parles de l'élément femme de mercenaires allemands, puisque j'ai eu une discussion avant-hier, je crois, avec Myriam juste ici, concernant cette appellation-là que j'aimais pas non plus, mais je savais pas comment trouver un moyen de parler du groupe sans dire femme de mercenaires allemands, puisque qu'est-ce que ces femmes-là avaient en commun, c'est qu'elles avaient épousé un mercenaire allemand, mais je suis d'accord que
c'est ça, j'aime quand même pas cette appellation-là, puis j'aimerais trouver, si on pourra en discuter plus tard, j'aimerais quand même trouver une appellation qui est mieux pour les désigner, justement. Puis, concernant leur origine géographique, sur les 10 femmes canadiennes de mon échantillon, il y en a 8 qui résident dans les environs de Québec avant leur mariage, soit à Saint-Gilles, de ce que j'ai trouvé, soit à Québec ou à Cap-Saint-Ignace. Il y en a une autre qui habite à Saint-Thomas, qui se situe entre Montréal et Trois-Rivières. Puis, il y en a une que j'ai pas été en mesure de déterminer son lieu d'existence, puisque le lieu de sa naissance, il n'était pas indiqué dans les sources, puis il n'était pas indiqué non plus dans l'acte de mariage. Donc, j'ai les informations concernant où est-ce que les mercenaires habitent durant leur passage durant la guerre, mais j'ai pas encore fait le lien entre ces deux informations-là, mais ça va venir au fil de mes recherches. Donc, bonjour. D'abord, je voulais dire que j'ai manqué vos 2 présentations, puis je m'en viens vous poser des questions. Fait que ça se peut que je pose des questions sur des sujets que vous avez déjà parlé. Si c'est le cas, faites juste le dire, puis je ne veux pas ennuyer tout le monde après-midi. D'abord, Félix, je voulais savoir, en fait, je suis au courant que tu as aidé Benoît et Stéphanie pour certains projets, ce qui t'a amené à rencontrer des gens qui finalement sont meuniers aujourd'hui. Et puis, ça t'a permis aussi d'aller sur des sites de moulins, finalement, de moulins seigneuriaux et tout ça. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette perspective très actuelle, finalement, sur les moulins? Qu'est-ce que ça t'a apporté pour ta recherche? Et puis, pour Audrey, en fait, je ne sais pas si tu en as parlé, mais en fait, il y a une question que je me pose par rapport à ta recherche. Comment est-ce qu'il y a une différence finalement entre l'enracinement d'un mercenaire qui arrive avec son épouse et le mercenaire qui finalement arrive et va épouser une Canadienne? Est-ce que les enfants, est-ce qu'ils vont être de confession catholique? Est-ce qu'ils vont avoir des noms canadiens, français, tout ça? Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Merci. C'est drôle parce que j'ai écrit sur mon papier exactement la même question que tu viens de poser à Audrey, donc je pense pas que c'est répétitif. Concernant ta question, Myriam, en fait, moi, je n'envisageais pas du tout avoir recours à l'histoire orale parce que je croyais pas que ça allait s'appliquer et accessoirement, comme ça, rencontrer des meuniers au 21e siècle dans un moulin, je trouve ça excessivement riche. Je crois vraiment que d'avoir l'opportunité d'avoir des entrevues orales bonifie énormément un corpus en histoire. On peut les interroger de façon qu'on ne peut pas interroger une source ou un document qui a été écrit par quelqu'un qui est aujourd'hui décédé. On peut également... Il y a tellement d'informations autres que l'écriture qui peuvent, puis tu le sais, je veux dire, tu travailles en histoire orale, qui peuvent être transmises au travers d'une entrevue. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, je trouve ça super intéressant d'avoir pu discuter face à face avec des meuniers qui travaillent dans des moulins qui se veulent traditionnels, avec les mêmes outils que l'époque. Et d'ailleurs, dans les travaux, je lis en ce moment beaucoup sur l'approvisionnement à Paris au 18e siècle. Et ces historiens-là aussi utilisent l'ethnographie et les enquêtes orales pour démontrer les risques du métier et à quel point c'est difficile d'être meunier. Puis je crois vraiment que ça a été un ajout positif. Pour l'enracinement des mercenaires qui ont une femme allemande, puis pour ceux qui ont une femme canadienne, je crois qu'ils ont un enracinement différent puisque, étant donné que à Saint-Gilles, il y a quand même un échantillon d'au moins environ 18 mercenaires allemands qui s'établissent là. Ceux qui vont avoir des femmes
allemandes vont avoir leur réseau d'entraide parmi les autres mercenaires allemands et leurs familles qui sont dans les alentours, tandis que un mercenaire qui a épousé une Canadienne va avoir accès à la belle famille comme milieu d'entraide, puis aux connaissances que cette femme-là avait sur place, puis tout ça. Donc, le milieu d'entraide est peut-être probablement plus grand que celui que les mercenaires qui ont des épouses allemandes pourraient avoir. Concernant les prénoms puis la religion, je vais commencer par la religion qu'ils transmettent à leurs enfants. Pour l'instant, ce que j'ai trouvé, j'en ai trouvé des baptêmes que les deux parents sont protestants puis que leurs enfants sont baptisés dans la religion catholique. Je vois là un désir de peut-être que leurs enfants aient moins de difficultés à s'intégrer dans leur pays d'accueil. Puis, il y a... Je ne l'ai pas trouvé pour tous les enfants parce qu'il y en a que j'ai juste pas d'acte de baptême. Mais souvent, leurs enfants vont se marier à l'Église catholique. Donc, ça me donne un indice qu'ils ont été baptisés dans la religion catholique. Donc, côté transfert de la religion protestante à leurs enfants, disons que ça semble être moindre pour l'instant de ce que j'ai trouvé. Pour les prénoms, qu'est-ce qui est difficile, c'est que même si j'ai un mercenaire allemand qui s'appelle Johann Franz Nopper, puis parfois même dans les actes notariés, les notaires l'appellent Jean-François, mais le mercenaire signe clairement Johann Franz. Donc, c'est difficile de voir s'ils ont vraiment donné, par exemple, le nom William peut dire Guillaume, donc il pourrait être inscrit dans l'acte de baptême Guillaume, mais ce ne serait pas ses parents le rappeler William finalement. Donc, c'est difficile à voir. Encore une fois, puis les prénoms se ressemblent étonnamment quand même assez, je trouve. Donc, je ne vois pas une grosse différence entre les prénoms donnés pour l'instant entre les mercenaires qui ont des femmes allemandes puis des femmes canadiennes. Puis pour leur enracinement, moi, je considère que l'enracinement, puis moi et Benoît considérons, je ne vais pas juste me mettre toute seule là-dedans, que l'enracinement, c'est lorsque les gens résident sur place sur plusieurs générations. Là, je suis rendue là, à cette étape-là, dans ma recherche, puisque je viens de dépouiller mon fonds d'archives sur mon fonds de la famille Ross sur la seigneurie de Bourgvage, de voir justement si leurs descendants, est-ce qu'eux-mêmes, les mercenaires, sont déménagés au courant de leur vie ailleurs qu'à Saint-Gilles et dans la seigneurie de Bourgvage. Puis ensuite, est-ce que leurs enfants sont restés ou sont partis ailleurs, puisque s'ils sont partis, je ne considère pas que c'est un enracinement. Donc, voilà. Ça va devoir être tout pour la période de questions. On peut avoir le temps d'avoir une petite pause avant la dernière conférence. Donc, si vous avez encore des questions, vous les posez face à face pendant la pause. Donc, merci beaucoup à Félix, Audrey et Mélise.